Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au musée Hector Berlioz, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Et ce musée qui est dans la maison natale de Berlioz, c'est là qu'il vit effectivement le jour en 1803 et où il vécut les premières années de sa vie. Et ce musée est consacré à la découverte de la vie et de la fabuleuse histoire de ce musicien qui fut l'un des plus grands compositeurs romantiques de son temps. Et aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi notre nouvelle exposition temporaire. Enfer et damnation, mythes et légendes de Faust que nous présentons au musée jusqu'au mois de décembre de cette année. Alors cette exposition vient du fait que Hector Berlioz, en 1828, va découvrir le Faust de Goethe, traduit par Gérard de Nerval, et va s'enthousiasmer à cette lecture et va composer quelques années après l'œuvre majeure de son œuvre, La damnation de Faust. Donc cette exposition nous permettra de retrouver et de parcourir l'histoire de la composition de cette œuvre et de son interprétation. Au début du XIXe siècle, le poète allemand Goethe va composer un poème relatant l'histoire du docteur Faust qui va pactiser avec le diable et donc qui va être damné. Goethe va découvrir ce vieux poème, cette vieille histoire germanique et va donc le transcrire. Et c'est cette œuvre qui va être traduite par Gérard de Nerval et que va découvrir donc Berlioz en 1828. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de versions différentes de l'œuvre de Faust et de cette histoire de ce savant qui, en l'échange d'un pacte avec le diable, va obtenir la connaissance absolue. Ce poème va être traduit par de très nombreux auteurs, dont Goethe et Nerval. Et Nerval va en faire donc une traduction en 1823, puis une seconde en 1828, et c'est cette œuvre que va découvrir Berlioz. Dans ces lithographies que nous allons voir, donc, on a le déroulé de cette histoire illustrée avec quelques scènes marquantes, notamment la rencontre avec Marguerite, le pacte passé avec Méphistophélès et enfin la damnation du docteur Faust. Dans cette histoire, le docteur Faust va tomber éperdument amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite et cette jeune femme va avoir un destin tout à fait tragique. En effet, elle va assassiner sa mère et l'enfant qu'elle a eu du docteur Faust. Et c'est ce que Delacroix va illustrer plus particulièrement. On a par exemple ici sur cette lithographie donc Méphistophélès et Faust et on voit l'ombre de Marguerite qui apparaît. Ici, elle est égorgée et on voit le diable qui la tient par la tête. On reconnaît également des monstres sortis des enfers et toute cette symbolique autour des serpents. En effet, il convient pour le docteur Faust de sauver l'âme de Marguerite. Alors, en fait, il y a eu un pacte qui a été passé, un concours qui a été lancé entre Dieu et Méphistophélès pour obtenir l'âme du docteur Faust. Et la pauvre Marguerite, dans cette histoire, est condamnée à mort et le diable va aller dans sa prison, la tenter une dernière fois et comme elle renonce à la tentation, elle va être sauvée. Alors il faut savoir que dans l'œuvre de Goethe, il va se passer à peu près 24 ans entre le pacte signé entre Méphisto et Faust et la damnation du docteur Faust. Cette thématique va être reprise par de très très nombreux auteurs, que ce soit des littéraires à travers toute l'Europe, mais aussi des musiciens. Par exemple, on aura une version de Faust par un Allemand qui s'appelle Spohr, mais on aura aussi d'autres versions de Faust. Alors les plus connues, c'est évidemment le Faust de Gounod, avec le fameux air des bijoux chanté et célébré par la Castafiore dans Tintin. Et il va y avoir évidemment la damnation de Faust. Ici, nous avons un décor qui a été réalisé pour la réalisation du Faust de Gounod. On reconnaît la chevauchée de Faust et de Méphisto, qui donc parcourt ce voyage initiatique à travers le monde, et l'artiste avait réalisé ce décor pour illustrer l'opéra de Gounod. On reconnaît le gibet de Montfaucon et plus particulièrement autour des cadavres des suppliciés, ce mélange entre les squelettes qui montent la garde et ici on a par exemple un sabbat de sorcières. Revenons-en maintenant à la damnation de Faust, à l'œuvre de Berlioz.
Donc en 1828, Berlioz, à la lecture du Faust traduit par Nerval, est tout à fait enthousiaste et va composer 8 scènes de Faust. Il va publier ces scènes donc en 1828 et il va les soumettre et les envoyer à Goethe. Mais malheureusement, Goethe ne répondra jamais à son invitation. Quelques années plus tard, lors d'un séjour dans le monde germanique, puisqu'il se rend à Vienne, l'idée de Faust revient à son esprit et il décide de composer et d'écrire le livret de sa damnation de Faust. Ainsi, dès 1845-1846, il s'attelle à l'ouvrage lors de ce voyage. Et voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. J'essayais donc, tout en roulant dans ma vieille chaise de poste allemande, à mettre en vers, destiné à la musique, différents passages de la traduction en prose de l'illustre poème allemand, et il rajoute que Goethe me pardonne ce sacrilège. Évidemment, au moment où vont être publiées les mémoires, il rayera cette allusion à Goethe. L'œuvre va être enfin jouée pour la première fois à l'opéra le 6 décembre 1846. Certains vont s'enthousiasmer et vont reconnaître le génie de Berlioz, d'autres au contraire vont pas comprendre l'œuvre et vont la détester. Il faut dire que Berlioz, dans cette œuvre, a cassé de très très nombreux mythes. Au départ, cette œuvre, il la conçoit comme étant un opéra et puis il transforme le titre et l'œuvre deviendra une légende dramatique en 4 parties. C'est-à-dire qu'au niveau musical, parmi les transgressions, il rompt le genre, c'est-à-dire l'unité de lieu, d'action et de temps qui est généralement dans les œuvres littéraires ou musicales. Et là, lui, va complètement casser cet ordonnancement et pour lui, la damnation, c'est en fait la jonction de différents mouvements de l'œuvre qui vont donner la cohérence à l'ensemble. Berlioz s'éteint en 1869 et l'œuvre, après sa mort, va connaître un succès grandissant pour devenir, à la fin du XIXe siècle, l'œuvre la plus célèbre du répertoire de Berlioz. À partir des années 1870, 3 chefs d'orchestre vont s'illustrer pour célébrer l'œuvre de Berlioz et pérenniser sa musique. Il y aura Félix Weingartner en Allemagne, Jules Padeloup à Paris et surtout Édouard Colonne qui est le chef d'orchestre directeur du Châtelet. Édouard Colonne a une idée de génie, il décide de faire une véritable performance et en l'espace de 25 ans, il va jouer plus de 150 fois la damnation de Faust. Ainsi, en 1898, le 11 décembre, jour de l'anniversaire d'Hector, il va interpréter la damnation pour la 100e fois et c'est ce que plusieurs auteurs vont illustrer. On a ici Édouard Colonne dirigeant l'œuvre, un autre sculpteur qui s'appelle Lenoir représente Édouard Colonne en train de diriger, Berlioz assis écoutant l'œuvre, il est couronné d'une victoire. Et enfin, l'œuvre achevée, nous avons le fantôme d'Hector qui vient féliciter Édouard Colonne pour son interprétation. Donc grâce à cette performance, l'œuvre va connaître un succès absolument foudroyant. Ainsi, certains publicitaires vont même choisir la damnation de Faust comme outil publicitaire pour leurs produits. Ainsi, les bouillons cubes Liebig, les extraits de viande Liebig, vont mettre dans leur paquet des images de la damnation, les différentes représentations de la damnation. En 1893, le directeur de l'Opéra de Monaco a une idée de génie. Pour la première fois, il va représenter à la scène la damnation de Faust. Et il fait appel à un dénommé Visconti qui va élaborer les décors pour les différentes parties de l'œuvre. Et c'est ce que l'on a ici avec ces aquarelles qui représentent donc les différents décors pour cette mise en scène. Lors de la première, ça va être un succès foudroyant, c'est-à-dire que l'œuvre, pour les amateurs, va rencontrer vraiment un très très grand succès, d'autant que Raoul Gainsbourg va avoir l'idée d'utiliser les moyens les plus modernes pour concevoir et réaliser cette mise en scène. Il va utiliser des effets spéciaux avec des effets scéniques, il va y avoir de la fumée, il va y avoir des éclairages et il y aura même un zootrope qui permettra de projeter des images en arrière-fond de la scène pour montrer par exemple
la chevauchée de Faust et de Méphisto. Cette mise en scène, pour les puristes, va créer un véritable drame. En effet, Berlioz avait-il conçu la damnation de Faust pour être mis et porté à la scène? Certains diront que non, d'autres diront que oui, et aujourd'hui encore, le débat est ouvert. Et nous avons bénéficié pour cette exposition d'un prêt tout à fait remarquable du musée de Monaco, ce que je vous invite à découvrir. Donc on voit cette élévation en 3 dimensions qui permet justement au metteur en scène de se rendre compte de l'effet que ce que sera le décor avec l'évolution des différents interprètes. Parmi ces trouvailles extraordinaires de Raoul Gainsbourg, il va même utiliser pour le ballet des Sylphes une évolution de ces danseurs qui vont faire un ballet aérien, c'est-à-dire c'est tout à fait un spectacle tel que De Coufflet va pouvoir les imaginer pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Albertville. Cette œuvre va devenir tellement emblématique qu'en 1966, Gérard Houry va choisir La Marche hongroise et La damnation de Faust pour bande originale de La Grande Vadrouille. Et c'est ainsi que Louis de Funès dirige à l'opéra La Marche hongroise. En effet, La Marche hongroise, c'est le mouvement le plus connu de La damnation de Faust, puisque Berlioz, lors de son voyage et sa traversée de la Hongrie, avait entendu cette hymne révolutionnaire et nationale des Hongrois contre la puissance occupante des Habsbourg. Et les Hongrois, découvrant l'orchestration de Berlioz et justement son intégration dans La damnation de Faust, ont été des plus enthousiastes. Et puis enfin, en 1846, l'œuvre quand même décriée sur la scène française, certains caricaturistes vont illustrer Berlioz en forme de diablotin qui viendra hanter. Arrivé au terme de cette présentation succincte, je vous invite évidemment à venir parcourir à votre rythme cette exposition au musée Hector Berlioz et profitez-en, d'autant que l'entrée des musées départementaux est gratuite. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des musées départementaux sur le site musée.isère.fr. Alors, à très bientôt.